Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Donc on va faire la solution détaillée de l'examen national 2021, première session, option français. Donc avec le premier exercice, on pose grand X égale exponentielle X. Donc l'équation devient grand X carré moins 4X plus 3 est égal à 0. Delta est égal à 4, donc on trouve grand X est égal à 3 ou grand X est égal à 1. Ceci implique exponentielle X est égal à 3, X est égal à 1. On passe à Ln, donc X est égal à Ln3 ou X est égal à Ln1 est égal à 0. Donc les solutions sont 0 et Ln3. Petit b. On va utiliser la question précédente, donc on va factoriser. Donc en utilisant la question petit a, donc l'inéquation devient exponentielle x moins 3 multiplié par exponentielle x moins inférieur ou égal à 0. On étudie le signe bien sûr du produit grâce au tableau de signe. Exponentielle x moins 3 s'annule en ln3. À droite donc on a plus et à gauche moins. X moins 1 il s'annule en 0. Et donc le produit bien sûr on trouve le signe final du produit, donc l'ensemble de solutions c'est 0 ln3. Petit c, la limite bien sûr de exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3 sur exponentielle 2x moins 3. On va profiter de, bien sûr de la question précédente, donc on va factoriser le numérateur et on va factoriser le dénominateur en utilisant l'identité remarquable a au carré moins b carré, puisque le dénominateur s'écrit exponentielle x au carré moins 1 au carré. Donc voilà, donc en factorisant le numérateur et le dénominateur on simplifie et bien sûr donc la forme indéterminée va disparaître, donc est égal limite exponentielle x moins 3 sur exponentielle x plus 1 est égal à 1 moins 3 sur 1 plus 1 est égal à moins 1. La deuxième question, donc on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Cette fonction est continue, donc je l'ai noté gx, donc elle est continue sur R comme étant ensemble de fonctions continues sur R, en particulier sur le segment moins 1, 0. G de 0 est égal à 2, strictement positif. G de moins 1 est égal à exponentielle moins 2 plus exponentielle moins 1 moins 4, strictement négatif. Donc grâce au théorème des valeurs intermédiaires, l'équation Jx est égal à 0 admet au moins une solution dans le segment moins 1, 0. Exercice 2, donc on a U1 est égal à U0 sur 3 moins 2 U0 est égal à 1 demi fois 3 moins 2 1 demi, on simplifie par 2 et on trouve 1 demi sur 2, c'est-à-dire 1 demi fois l'inverse de 2 est égal à 1 quart. La deuxième question, donc on va bien sûr, il y a plusieurs méthodes, mais la meilleure reste l'utilisation de la monotonie de la fonction f, puisque cette suite est une suite récurrente de type un plus 1 est égal à fun, où fx est égal à x sur 3 moins 2x, donc un petit calcul de f' donne bien sûr f'x est égal à 3 sur 3 moins 2x au carré, donc cette fonction f est strictement croissante sur son domaine de définition. Donc on va utiliser la récurrence et la monotonie de f, c'est la méthode la plus rapide, la plus courte bien sûr. Il y a d'autres méthodes bien sûr, mais elles sont longues, à savoir l'encadrement bien sûr, et la technique de la différence. Donc I0 est égal à 1 demi, donc 1 demi est inférieur ou égal à 1 demi strictement supérieur à 0. Strictement supérieur, donc la proposition est vraie, donc on va supposer que la proposition reste vraie pour un, donc pardon pour n, autrement dit un compris entre 0 et 1 demi, et on doit démontrer qu'elle reste aussi vraie pour n plus 1, autrement dit on doit montrer que donc on doit montrer que un plus 1 strictement supérieur à 0 est inférieur ou égal à 1 demi. Or, puisque f est une fonction croissante, donc on fait entrer le f et l'inégalité, la double inégalité ne va pas changer. Donc nous aurons f0 strictement inférieur à fun, inférieur ou égal à f 1 demi,
Or, f1 demi, c'est un déjà calculé. Or, f0 aussi est égal à 0. Et on déduit facilement que un plus 1 strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1 quart. Et comme 1 quart est inférieur ou égal à 1 demi, donc un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi, strictement supérieur à 0, d'où la conclusion. Pour tout n dans n, un inférieur ou égal à 1 demi, strictement supérieur à 0. Troisièmement, petit a, un plus 1 est égal à un sur 3 moins 2 un. Donc, si on divise les deux membres par un, on trouve un plus 1 sur un est égal à 1 sur 3 moins 2 un. Donc, pour démontrer que un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 demi, vu cette égalité, il suffit de démontrer que ce nombre 1 sur 3 moins 2 un est inférieur ou égal à 1 demi. Et on va le faire facilement en utilisant la technique, bien sûr, de la comparaison, autrement dit, la différence. Donc, il suffit de montrer que la différence est négative. Or, 1 sur 3 moins 2 un moins 1 demi est égal. Donc, on rend au même dénominateur. Bien sûr, on trouve 2un moins 1 sur 3 moins 2un. Et on va factoriser tout simplement par 2 dans le numérateur et factoriser par 2 dans le dénominateur et utiliser la question précédente. Donc voilà, donc si on factorise par 2, on trouve 2 facteurs de un moins 1 demi. Et dans le dénominateur, 3 demi moins un. Donc on simplifie par 2. Or, on a d'une part un inférieur ou égal à 1 demi, donc un moins 1 demi est négatif, donc le numérateur est négatif. Et on va vérifier que le dénominateur est positif, puisque un inférieur à 1 demi qui a son tour inférieur à 3 demi, donc par conséquent un inférieur à 3 demi. Donc 3 demi moins un est strictement positif. Donc on a un négatif sur un nombre strictement positif, donc le tout est négatif. D'où un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 demi. Et ce résultat est équivaut que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi fois un. Passons maintenant à la question petit b. On a un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 demi et 1 demi à son tour est inférieur ou égal à 1. Donc, un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1. Multiplions les deux membres par un puisque est strictement positif d'après la question précédente. Donc, nous aurons un plus 1 bien sûr inférieur ou égal à un. Autrement dit, un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0. Donc, la suite est décroissante. Quatrièmement, petit a. Montrons par récurrence que pour tout n, un est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Et l'autre inégalité, bien sûr, est évidente, puisqu'on a démontré que quel que soit n, un est strictement positif. Donc déjà fait. Donc il suffit de démontrer cette inégalité par récurrence. Donc bien sûr, on commence par la vérification. Pour n est égal à 0, c'est déjà vérifié, puisque 1 demi est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 0 plus 1 qui n'est rien d'autre que 1 demi. Et 1 demi est inférieur ou égal à lui-même, donc la proposition est vraie. Supposons que un est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1 et montrons qu'elle reste vraie pour n plus 1. Montrons que n plus 1 ici à la place de un, donc j'ai oublié plus 1, donc on doit montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Or, on a un est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, donc grâce à l'hypothèse de récurrence, puisqu'on a supposé qu'elle est vraie pour n. D'autre part, d'après la question précédente, on a un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 demi. Si on multiplie les deux membres par n, donc nous trouvons un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi un. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a un est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Si je multiplie les deux membres par 1 demi, donc on trouve 1 demi à la puissance n est inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi à la puissance n plus 1. Et grâce aux propriétés de la puissance, donc est égal à 1 demi à la puissance n plus 2. Donc, nous trouvons facilement donc 1 demi à la puissance un inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 2. Et comme un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 1 demi fois un, qui à son tour inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 2. Donc,
nous aurons un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 2. D'où la conclusion, pour tout n dans n, un est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Or, 1 demi est strictement compris entre moins 1 et 1, donc la limite de cette suite est égale à 0, donc n est comprise entre deux suites qui tendent vers 0, la suite constante qui tend vers 0, et cette suite, bien sûr, géométrique tend vers 0, à raison, bien sûr, 1 demi. Donc, d'après les critères de convergence, donc la limite de un est égale à 0. Petit b, Vn est égal à ln 3 moins 2 un. Donc, on pose Gx est égal à lnx et Wn est égal à 3 moins 2 un. Or, Wn est convergente puisque c'est la somme de deux suites convergentes, puisque un est convergente, sa limite 0 et une suite constante. Donc, la limite de cette suite de Wn est égale à 3. Et la fonction g, bien sûr, est continue en 3. Donc, grâce à une propriété vue dans le chapitre 18, donc Vn est aussi une suite convergente et sa limite est égale g de 3, autrement dit, égale ln3. Passons à la cinquième question, petit a. On a 1 sur un plus 1 moins 1 est égal à 3 moins 2 un sur un moins 1. Donc, on va rendre au même dénominateur. Donc, nous trouvons 3 moins 3 un sur un. Factorisons par 3. Donc, on trouve 3 facteurs de 1 moins un sur un, qui n'est rien d'autre que 1 sur un moins un sur un, qui est égal à 3 facteurs de 1 sur un moins 1. Donc, petit b, si on pose tn égale 1 sur un moins 1, grâce à la question petit a, donc on a tn plus 1 est égal à 3 fois tn. Autrement dit, cette suite tn est géométrique de raison q est égal à 3, d'où, bien sûr, son terme général a pour expression tn fois t0 fois q à la puissance n moins 0. Or, t0 est égal à 1 sur u0 moins 1 fois 3 à la puissance n, et u0 est égal à 1 demi, et l'inverse de l'inverse est égal à 2, 2 moins 1 est égal à 1, fois 3 à la puissance n, d'où tn est égal à 3 à la puissance n, ce qui est équivalent à 1 sur un moins 1 est égal à 3 à la puissance n, ce qui est équivalent bien sûr que 1 sur un moins 1 est égal à 3 à la puissance n. On fait passer moins 1 à l'autre côté, donc nous aurons 1 sur un est égal à 1 plus 3 à la puissance n, d'où passons bien sûr à l'inverse. L'inverse de 1 sur 1, l'inverse de l'inverse un est égal à l'inverse de son nombre, est égal à 1 sur 1 plus 3 à la puissance n, d'où le terme général de la suite un, donc c'est 1 sur 1 plus 3 à la puissance n. On va passer à l'exercice 3, donc delta est égal à moins 1, strictement négatif, donc elle admet deux solutions complexes conjuguées. Et on va profiter de ce résultat puisqu'on va déterminer uniquement une solution et déduire l'autre. Z1 est égal à racine de 3 plus I racine de 1 sur 2. Donc est égal à racine de 3 sur 2 plus I fois 1 demi. Et Z2 est égal, le conjugué de Z1 est égal à racine de 3 sur 2 moins I 1 demi. D'où l'ensemble solution est égal à Z1, Z2. Petit a est égal à exponentielle i pi sur 6, donc c'est bien sûr l'écriture exponentielle. Et à partir de l'écriture exponentielle, on passe facilement à l'écriture algébrique. C'est cos pi sur 6 plus i sin pi sur 6. Or, cos pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et sin pi sur 6, c'est 1 demi. Petit b, a bar b est égal, donc on a l'expression, on a la forme algébrique de a, d'où par conséquent la forme algébrique de a bar. Et de b, mais il faut bien sûr être attentif et intelligent dans le calcul. Il ne faut pas calculer bêtement, c'est-à-dire développer bêtement. Remarquez bien qu'on a 1 demi, donc on va factoriser par 1 demi dans cette expression, et 1 demi, donc voilà, 1 demi fois 1 demi c'est 1 quart. Il nous reste la racine de 3 moins i, et là il nous reste 3 plus racine de 3. Et aussi on a une autre factorisation dans cette expression. On factorise par racine de 3, donc voilà, je l'ai sorti comme facteur commun. Donc la première expression, racine de 3 moins i, la deuxième, racine de 3 plus i. Et on retrouve une identité remarquable de type a moins b fois a plus b.
Donc, en appliquant cette identité remarquable, donc on trouve racine de 3 au carré qui est 3, moins I au carré, c'est-à-dire moins 1, donc c'est 4. Simplifions par 4 et on trouve facilement racine de 3. La troisième question, bien sûr, donc soit H l'homothétie de centre O d'affixe 0 et de rapport inconnu K, bien de centre O. On a B est égal HA, autrement dit l'image de A par H c'est B. Donc d'après la définition géométrique, ceci est équivalent que OB est égal K OA. Passons aux affixes, donc l'affixe de OB est égal à l'affixe de KOA, et d'après les propriétés des affixes, donc est égal K fois l'affixe de OA. Or l'affixe de OB est égal à l'affixe de B moins l'affixe de O qui n'est rien d'autre que 0. Autrement dit, B est égal KA. Donc on doit chercher K qui réalise cette condition. Et comment on va déduire K? Donc on a déjà, d'après la question précédente, on a A bar B est égal à racine de 3. Donc pour avoir uniquement B, donc on va multiplier les deux membres pour A. Pourquoi? Parce qu'on sait d'après le cours que Z fois Z bar est égal module de Z au carré. Donc j'ai multiplié les deux membres par A et on va trouver module de A au carré B est égal à racine de 3A. Or, d'après ce rappel, module de A, bien sûr, il est connu, donc est égal à 1. Voilà, donc on a module de A est égal à 1. Pourquoi? Parce que le module de l'exponentielle I sur 6 est égal à 1. D'une manière générale, le module de exponentielle ix est égal à 1. Parce que si vous utilisez la définition de exponentielle ix module, donc nous aurons la racine de cos carré x plus sin carré. Or, cos carré x plus sin carré x, c'est la relation fondamentale du calcul trigonométrique, est égal à 1, racine de 1 est égal à 1. Donc toujours, quel que soit pour tout x dans R, toujours le module de exponentielle x est égal à 1. Donc on l'a appliqué pour x égale pi sur 6, donc module de A est égal à 1, ce qui va nous permettre de simplifier, donc l'écriture précédente devient B est égal à racine de 3 sur A. Donc si on compare cette écriture avec l'écriture qu'on a trouvé 1, donc on déduit par analogie que K est égal à racine de 3. Donc l'homothétie a de rapport K est égal à racine de 3. Donc passons à la question 4. La rotation de centre A est d'angle pi sur 2. D'après le cours, sa représentation complexe, c'est Z' moins A est égal à Z moins A fois exponentielle I pi sur 2. Or, exponentielle I pi sur 2, c'est I. Donc, nous trouvons Z' est égal à A plus Z moins I. Si on développe, donc on trouve l'écriture complexe, bien sûr. Z' est égal à IZ plus A multiplié par 1 moins I. D, bien sûr, d'affixe petit d est égal à l'image de C par R. Donc, grâce à la représentation complexe que j'ai nommée étoile, on trouve que petit d est égal à IC plus A fois 1 moins I. Donc, IC est égal à I A bar plus A moins IA. Donc, est égal à A plus I. J'ai factorisé avec I, A bar moins A. Or, A est égal à racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois I et A bar est égal. Donc, si on fait la différence, on trouve moins I. Donc, on va remplacer A bar moins A par moins I et nous trouvons donc A plus I multiplié par moins I. Autrement dit, c'est A moins I au carré. Et moins I au carré est égal à 1, d'où D est égal à A plus 1. Pour la question petit c, il suffit de montrer que le quadrilatère ADIO est un parallélogramme et que AD est égal à OA. On a D est égal à A plus 1, donc D moins A est égal à 1, que je peux l'écrire à moins 0. Donc de cette égalité, on tire que l'affixe de AD est égal à l'affixe de OI. Et puisque ces deux vecteurs ont même affixe, donc on déduit que le vecteur AD est égal à OI. Autrement dit, le quadrilatère ADIO est un parallélogramme. Il ne reste à montrer que ce parallélogramme a des côtés isométriques. Tous ces côtés sont isométriques. Donc pour cela, il suffit de montrer que AD, bien sûr, la distance AD est égale à OI. Or, AD est égal au module de D moins A et D moins A est égal à 1. Donc, module de 1 est égal à 1.
Donc, AD est égal OI. Pourquoi? Parce que la distance OI est égale le module de 1 moins 0, c'est-à-dire le module de 1, ou bien tout simplement la valeur absolue de 1, puisqu'il s'agit d'un nombre réel. Donc, le quadrilatère ADIO est un losange. Cinquièmement, on a D moins B est égal A plus 1 moins, donc j'ai remplacé bien sûr D, j'ai remplacé D par sa valeur, et on remplace A par sa valeur, et on va trouver bien sûr racine de 3 sur 2 moins 1 demi. J'ai factorisé les nombres complexes contenant les I, et on a trouvé bien sûr cette expression. Regardez bien que ce nombre, c'est un facteur commun. Donc, si je factorise par racine de 3 moins 1, là, il me reste 1, mais là, c'est son opposé, donc c'est moins i. Donc, on passe à l'argument de d moins b, est égal à l'argument de ce produit. Et on sait que l'argument du produit, il est congru à la somme des congrus, des congruences de ces deux nombres complexes. Autrement dit, l'argument de d moins b est égal à l'argument de ce nombre plus l'argument de 1 moins i. Donc c'est l'argument de racine de 3 moins i sur 2 plus l'argument de 1 moins i. Voilà, en utilisant la propriété bien sûr des arguments. Or, racine de 3 moins 1 sur 2 strictement positive, donc sa forme trigonométrique, c'est racine de 3 moins 1 sur 2, 0. Donc on tire de ce fait que l'argument de racine de 3 moins 1 sur 2 est égal à 0. Et 1 moins i, c'est le conjugué de 1 plus i. Or, 1 plus i a une forme trigonométrique racine de 2 pi sur 4. Donc, son conjugué a une forme trigonométrique racine de 2 moins pi sur 4. Donc, ceci implique que argument 1 moins i est égal à moins pi sur 4. D'où l'argument de d moins b est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Petit b, 1 moins b, donc est égal à 1 moins à racine. Je remplace b par sa valeur et on trouve bien sûr ce complexe, cette forme algébrique. On va factoriser par moins, on va trouver bien sûr un complexe de base, 1 demi plus i racine de 3 sur 2, sa forme trigonométrique c'est 1 pi sur 3, et moins 1 bien sûr, sa forme trigonométrique c'est 1 pi, grâce à la propriété, si on a un nombre qui est strictement inférieur à 0, donc sa forme trigonométrique c'est moins a pi. Donc, et on va utiliser la propriété r θ multiplié par r' θ', et on trouve facilement la forme trigonométrique, donc c'est 1 fois 1 c'est 1, et la somme des arguments, donc c'est 4 pi sur 3. Donc l'argument bien sûr de 1 moins b, c'est 4 pi sur 3. Maintenant, on va passer à la mesure de l'angle B. On sait que l'ensemble des mesures de l'angle orienté BIBD, d'après le cours, il est congru à argument D moins B sur 1 moins B modulo de pi, donc qui est congru à son tour à l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Or, l'argument de D moins B, déjà calculé, c'est moins pi sur 4. Et l'argument, bien sûr, de 1 moins b, c'est 4 pi sur 3. Donc, on rend au même dénominateur. On va trouver moins 19 pi sur 12, qu'on peut simplifier, bien sûr. Donc, puisqu'on remarque que moins 19 pi sur 12, ça peut être écrit moins 24 pi plus 5 pi sur 12. Or, moins 24 pi sur 12, c'est moins 2 pi plus 5 pi sur 12. Donc, on retient uniquement 5 pi sur 12. Et le 2k pi va disparaître. Donc nous aurons la mesure de l'angle orienté, c'est 5 pi sur 12. On va rappeler bien sûr cette méthode de justification, de vérification. Donc si vous avez r θ plus 2k pi, donc c'est tout simplement est égal à r θ, puisque ce sont des propriétés qu'on a vues dans le calcul trigonométrique. Donc le 2k pi va disparaître. Donc le 2k pi ici, c'est moins 2 pi, il va disparaître. Donc il nous reste bien sûr tout simplement 5 pi sur 12. Maintenant, on va passer au problème. Donc limite de fx lorsque x tend vers 0 plus est égal 2 fois limite x ln x lorsque x tend vers 0 plus, moins de limite x lorsque x tend vers 0 plus. Or x
ln x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est une limite usuelle égale à 0. Donc nous aurons 0 qui n'est rien d'autre que f0. Donc la fonction est continue en 0 à droite. Deuxièmement, petit a. Donc pour calculer la limite directement, on a une forme indéterminée. Donc il suffit de factoriser par x. Voilà, on a factorisé par x et on a utilisé les propriétés de la limite. C'est-à-dire la limite de x fois la limite de 2 ln x moins 2 lorsque x tend vers plus infini. Donc plus infini multiplié par plus infini, c'est plus infini. Petit b, d'après l'écriture, d'après la question petit a, donc fx sur x, donc est égal x fois 2 ln x moins 2 sur x, on simplifie par x, il nous reste 2 ln x moins 2 et sa limite égale plus infini. Puisque la limite de ln x au voisinage de plus infini est égale plus infini. Interprétation géométrique, donc CF admet une branche parabolique de direction OY, l'axe des ordonnées au voisinage de plus infini. Troisièmement, limite fx sur x lorsque x tend vers 0 plus est égale la limite, bien sûr, de 2 ln x moins 2 lorsque x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini. Et bien sûr, on nous demande une explication, bien sûr, géométrique, mais avant l'explication, bien l'interprétation géométrique, on doit interpréter ce résultat algébriquement. Donc, si vous regardez bien, fx sur x, ce n'est rien d'autre que la limite du taux de variation, fx moins f0 sur x moins 0, lorsque x tend vers 0 plus. Donc là, c'est comme on nous demande est-ce que la fonction est dérivable en 0 à droite, puisque la condition nécessaire est satisfaite qui est la continuité. Donc f est déjà continue en 0 à droite. Donc c'est pour cela on doit avoir bien sûr, est-ce qu'elle peut être aussi dérivable en 0 à droite? Or, la limite du taux de variation n'est pas finie, c'est-à-dire n'est pas réelle, donc on déduit que la fonction f n'est pas dérivable en 0 à droite. Et bien sûr, l'interprétation géométrique, donc CF admet une demi-tangente verticale d'équation, bien sûr, d'équation cartésienne, x est égal à 0 à droite. Maintenant, on va passer à la question petit b, donc f'x est égal 2 fois, donc c'est une constante, et on va utiliser la dérivée du produit égale x' ln x plus x ln x' moins 2, puisque la dérivée de 2x est moins 2. Donc, 2 ln x plus x fois 1 sur x, qui est égal à 1. Si on développe, donc on trouve 2 ln x plus 2, le 2 va disparaître avec le moins 2, il nous reste 2 ln x. Or, le ln x, bien sûr, il s'annule en 1, il est positif si x supérieur ou égal à 1, il est négatif si x est compris entre 0 et 1, d'où le tableau de variation. Donc, f'x, attention, donc la fonction est définie en 0, donc il ne faut pas mettre deux barres jusqu'au f, uniquement dans la barre de la dérivée, puisqu'elle n'est pas dérivable, donc on a doublé, bien sûr, le trait, puisqu'elle n'est pas dérivable. Elle s'annule en 1, donc à droite plus, moins, et l'image de 0 est égale à 0, donc la fonction elle est décroissante à gauche de 1 et croissante, et on remplit bien sûr les limites. Regardez bien que cette fonction admet une valeur minimale, moins 2. Donc, on va passer à la résolution d'équation fx est égal à 0, mais dans l'intervalle ouvert. Or, fx est égal à 0 est équivaut à 2x fois ln x est égal à 0, donc 2x est égal à 0 ou ln x. Or, x étant strictement positif, puisqu'on résout dans l'équation, dans l'intervalle ouvert 0 plus infini, donc on va retenir uniquement la solution de cette équation, on va rejeter l'autre. Donc, ln x est égal à 1, on fait entrer l'exponentielle, donc x est égal à e. D'où l'ensemble solution, c'est le singleton e. Fx est égal à x, la même chose, donc on fait passer x à l'autre côté, le côté gauche, et on trouve 2x ln x moins 3x, on factorise par x, on trouve 2 ln x moins 3. Idem, donc x est égal à 0 ou 2 ln x moins 3 est égal à 0. Donc on va exclure bien sûr cette solution puisqu'on résout dans 0 plus infini. Nous retiendrons uniquement la solution de cette équation. Donc c'est x égale exponentielle 3,5. Tout est égal de singleton exponentielle 3,5. Voilà, donc maintenant on va passer à la courbe. Donc voilà la courbe. Là, on trouve bien sûr, on va tracer la demi-tangente verticale qui est dirigée vers le bas, bien sûr. Donc, jusqu'à la valeur minimale,
puis il remonte, il va traverser l'axe des abscisses, bien sûr, en E 2,7, et va aussi couper, donc on a tracé y égale à x, la première bisectrice, donc il va couper l'axe des abscisses au point d'abscisse exponentielle 3,5, environ 4,5, c'est très important. Et on a une branche parabolique de direction, bien sûr, OY. Donc voilà, il va couper l'axe des abscisses en passant par E, puis il va couper la première bisectrice en ce point, et il va continuer sous forme d'un arc, c'est-à-dire la branche parabolique de direction OY. Donc voilà en ce qui concerne la courbe. Cinquièmement, petit a, donc I'(x) est égal à x, Vx égale lnx, donc Ux, la primitive de x, c'est x carré sur 2, V' est égal à 1 sur x, d'où l'intégrale d'après le théorème d'intégration par partie, bien sûr. Donc cette intégrale est évidente, donc il faut faire attention. Et puis du moment qu'on a le résultat, donc bien sûr, si on trouve le même résultat, donc c'est bon, sinon donc on refait le calcul. Donc voilà, donc un petit calcul, et on trouve 1 plus e au carré sur 4. Donc cette intégrale va nous permettre de calculer la grande intégrale. La grande intégrale. Donc voilà, donc 1 e fx dx est égal, grâce à la linéarité de l'intégrale, on a fait sortir le 2, donc c'est 2 fois l'intégrale de 1 à e x ln x dx moins 2. Or, cette intégrale déjà calculée, donc il suffit de la remplacer par sa valeur, et cette intégrale est facile, puisque la primitive de x c'est x carré sur 2. Donc, après le calcul, bien sûr, donc on trouve 3 moins e au carré sur 2. Petit b, on a quel que soit x strictement positif, donc fx supérieur ou égal à moins 2, puisque moins 2 c'est une valeur minimale. Donc remplaçons fx par sa valeur, et on va bien sûr simplifier par 2, puisque le 2, si on divise les deux membres de cette inégalité par 2, donc les deux vont se simplifier. Il ne reste uniquement x ln x moins x moins 1, et on fait passer le moins x à l'autre côté. Donc nous aurons x ln x supérieur ou égal à x moins 1, on va diviser les deux membres par x, et on trouve le résultat souhaité, bien sûr. Septièmement, petit a, g continue strictement croissante sur i, donc g, donc admet une fonction réciproque g moins 1, définissez j égale moins 2 plus l'infini grâce au tableau de variation de f. Huitièmement, petit a, la limite de hx lorsque x tend vers 0 moins est égale à la limite de sa, bien sûr, de sa restriction à moins l'infini 0, donc puisque c'est une fonction polynôme, donc il suffit de remplacer, donc on trouve 0 qui n'est rien d'autre que à 0, donc h est continu en 0 à gauche. Passons à la continuité à droite. La limite de hx lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite de 2x ln x moins 2x. Or 2x ln x moins, ce n'est rien, donc fx, cette limite est déjà calculée, donc est égal f0, qui n'est rien d'autre que 0 est égal à 0, donc elle est continue à droite, et du moment qu'elle est continue en 0 à gauche et à droite, donc elle est continue. Petit b, limite de hx moins h0 sur x moins 0, la limite du taux de variation est égale à la limite de x au cube plus 3x sur x, on simplifie par x, et on trouve 3, puisque la limite du taux de variation est finie, c'est un nombre, donc il est dérivable en 0 à gauche, et h' gauche de 0 est égal à 3. L'interprétation géométrique, c'est h admet une demi-tangente d'équation cartésienne y est égal à 3x à la courbe CH, bien sûr, à gauche de l'origine de coordonnées 0, 0. Regardons maintenant, est-ce qu'elle peut être dérivable à droite? Donc, si on calcule le taux de variation à droite, on va trouver le taux de variation déjà calculé de f. Donc, il ne faut pas refaire le calcul, puisqu'il est déjà fait. Donc, c'est égal à moins l'infini, puisque moins l'infini, ce n'est pas un nombre réel, donc h n'est pas dérivable en 0 à droite. Donc, par conséquent, n'est pas dérivable en 0, puisqu'elle est dérivable uniquement à gauche et n'est pas dérivable à droite, puisqu'on a une propriété vue dans la leçon de la dérivabilité. Une fonction est dérivable en un point si et seulement si elle est à la fois dérivable en ce point à gauche et à droite. Donc, voilà donc la solution détaillée de l'examen. Donc,
نتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ بإذن الله. إذا التصحيح بطبيعة الحال لمعرفة الأخطاء ومعرفة النقطة التقديرية بطبيعة الحال والأخطاء. إذا على التلميذ بطبيعة الحال أن يعرف الأخطاء التي ارتكبها والمسائل التي أنجزها، لأن هذه خطوة فقط. إذا الامتحان ما هو إلا خطوة أولى. إذا بالنسبة لمستقبل التلميذ فهو متبوع أيضا بطبيعة الحال بمباريات وطنية ودراسة إذا عليا. إذا نتمنى مرة أخرى التوفيق والنجاح للجميع. اللهم يسر ولا تعسر يا أرحم الراحمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.